Bonjour. Ce cours constitue une sensibilisation à l'entrepreneuriat social. Entrepreneuriat social, c'est un terme bizarre, qui combine deux mots en apparence contradictoires, entreprise et social. Ça constitue ce qu'on appelle un oxymore. Notre objectif dans ce cours, c'est de vous proposer de, premièrement, mieux comprendre ce que sont les caractéristiques d'une entreprise sociale, et deuxièmement, d'identifier quels sont les grands enjeux du développement des entreprises sociales en France aujourd'hui. Alors pour atteindre ces deux objectifs, on va prendre quatre exemples. Quatre exemples de quatre entreprises, car le terme d'entreprise sociale, la notion d'entreprise sociale est floue. De nombreux travaux de recherche académique sont développés aux États-Unis, en France et ailleurs, mais plutôt que de se perdre en grandes considérations théoriques, rentrons dans l'entrepreneuriat social par le terrain. Premier exemple, la compagnie Massif, qui est une grande compagnie d'assurance, leader sur son marché dans ce qu'on appelle le yard et donc automobile et multirisque habitation, créée en 1960, société mutuelle qui donc propose à ses clients des contrats d'abord d'assurance voiture, d'assurance habitation, ensuite des produits d'assurance vie et puis enfin d'autres services financiers. C'est une entreprise aujourd'hui qui donc compte 4,754 millions de sociétaires parce que dans une mutuelle, le client c'est un sociétaire. La caractéristique d'une société mutuelle, c'est qu'elle n'appartient à personne, ni à des actionnaires, ni à l'État, ni à une banque. En fait, la société mutuelle est gérée collectivement par ses sociétaires. Les sociétaires élisent des délégués, les délégués élisent un conseil d'administration. Ce conseil d'administration va définir et décider les grandes orientations politiques et stratégiques de l'entreprise, lesquelles orientations et politiques seront mises en œuvre par les salariés, ce qu'on appelle la technostructure, et vous voyez qu'ils sont nombreux, puisqu'il y en a 8918 aujourd'hui à la Massif. Donc cette entreprise, finalement, est une entreprise de personnes, c'est-à-dire que chacun des sociétaires va être responsable du devenir de l'entreprise, et donc de ces grandes orientations. Prenons un deuxième exemple, Unicité. Unicité, c'est une association qui a trois objectifs. Le premier, c'est de favoriser l'esprit de responsabilité et l'engagement citoyen. Le deuxième, c'est de lutter contre les préjugés et de renforcer la cohésion sociale. Et le troisième, c'est de mobiliser les jeunes sur des grands défis, des grands enjeux environnementaux ou citoyens. L'association Loi 1901, c'est donc le regroupement de personnes qui décident de s'associer pour défendre une cause, pour atteindre un objectif ensemble, à l'exclusion d'une seule chose, gagner de l'argent. Gagner de l'argent, mais gagner de l'argent pour eux. C'est donc dans une association un regroupement d'individus qui s'engagent à ne pas s'enrichir individuellement et qui s'engagent ensuite à développer des actions, des opérations pour défendre une cause, quelle qu'elle soit. Les Jardins de Cocagne. Jardin de Cocagne, c'est aussi une association. C'est en fait un groupe d'associations. Au départ, Jean-Guy Henkel, éducateur spécialisé, désespéré de voir des jeunes et des moins jeunes traîner de contrats, de petits contrats en petits boulots et de passer d'un dispositif social à un autre, se dit et pense qu'il est important de mettre en place un dispositif qui permettra à des personnes éloignées de l'emploi de progressivement retrouver un emploi, notamment par la pratique professionnelle. L'idée là, c'est de dire, finalement, on va créer une entreprise dans laquelle on va à la fois donner du travail à celui qui n'en avait pas, et puis l'aider progressivement à retrouver les moyens ensuite d'intégrer une entreprise du secteur privé lucratif. C'est le secteur de l'insertion par l'activité économique. Cette période dure 2 ans et l'entreprise d'insertion par l'économie va recevoir de l'État une aide de l'ordre de 10 000 euros par an pour compenser la moindre productivité d'une part et d'autre part le travail qui est réalisé en accompagnement social. Autre élément intéressant dans ce groupe d'associations, au-delà de sa croissance, on constate qu'on est sur quand même une grosse entreprise, 3016 salariés en insertion, 483 permanents. Ça veut dire que d'une petite association, cette entreprise est devenue une grosse PME. Elle s'inscrit dans une logique de développement durable, puisque lorsqu'on lit sa mission, on voit bien que les 3 piliers du développement durable se trouvent mobilisés, puisqu'il y a un enjeu social,
donner du travail à ceux qui n'en avaient pas, un enjeu environnemental, produire bio, diminuer les circuits de production, favoriser la vente de produits locaux, et puis un enjeu économique, puisque les revenus essentiels de cette entreprise eh bien, sont le fruit de la vente des produits. Le dernier exemple, c'est Tout-de-Bon. Là, on a une société anonyme, classique. Elle a été créée par Jérôme Schatzman, qui est un ancien ESSEC, qui a lui aussi fait un parcours dans l'insertion par l'activité économique. Il travaillait à la table de Cana et lui a voulu s'attaquer à la question de la pauvreté dans les pays en développement par l'intermédiaire d'un outil connu maintenant qui est le commerce équitable. Le commerce équitable, hein, chacun le sait, c'est de proposer des prix d'achat aux producteurs qui respectent un certain nombre d'obligations et qui permettent notamment de vivre et qui permettent à ces producteurs de vivre dans des conditions dignes. Donc là où un acheteur classique et traditionnel va privilégier le prix le plus faible, dans le cadre du commerce équitable, l'acheteur va définir le prix qui est un compromis entre d'un côté ses obligations de distributeur et de l'autre son ambition de permettre à une population très pauvre, puisque le commerce équitable concerne les producteurs les plus pauvres, à une population très pauvre, d'accéder d'une certaine façon aux bénéfices de la globalisation, de la mondialisation, c'est-à-dire de lui offrir des débouchés aux produits qu'il fabrique. Chez Tout-de-Bon, on a des actionnaires, on a des collaborateurs, et donc la question qui va se poser, c'est la rémunération des actionnaires. Ces 4 exemples mettent en évidence quoi? Ils mettent en évidence des modèles économiques différents, puisqu'on va du secteur non marchand, comme Unicité, on a des mutuelles, sociétés de personnes, mais qui commercialisent. On a une association qui, l'une commercialise, l'autre est sur un secteur non marchand, ne vend rien. Unicité, par exemple, génère ses revenus, 60% l'État, 25% les collectivités territoriales et 15% le mécénat. Donc on voit là une source relativement diverse, mais aucune commercialisation. Donc des modèles économiques très variables. Des statuts juridiques, eh bien, là aussi très variables, et puis des tailles tout aussi variables, ainsi que vous l'avez constaté sur les 4 exemples. Au-delà de ces différences, on constate 3 points communs. D'une part, l'ambition de répondre à un besoin social, c'est-à-dire d'améliorer les choses, de faire mieux. Deuxièmement, une lucrativité limitée. Dans tous les cas de figure, on est sur une ambition d'enrichissement personnel qui est relativement limitée, puisque même dans la SAS, même dans le commerce équitable, on a dit que le critère n'était pas la minimisation du prix d'achat, mais bien une combinaison entre des intérêts de celui qui achète et puis des intérêts de celui qui vend. On a aussi une innovation dans le modèle, avec une préoccupation et une prise en charge de ce qu'est l'individu, qui se veut différente. On voit bien que Unicité veut mobiliser les jeunes, Jardin de Cocagne va s'intéresser aux personnes très éloignées de l'emploi, la Massif propose des contrats d'assurance, et l'assurance c'est un outil de protection de l'individu, et la Massif s'est lancée à un moment où l'assurance voiture et l'assurance multirisque habitation, qui est son premier produit, était à peine obligatoire. Elle a été créée en 1960 avec l'aide de la Maïf, qui elle s'était créée en 1934, à un moment où l'assurance voiture n'était pas obligatoire, et cette assurance coûtant très cher, l'idée était de trouver des moyens de permettre à celles et ceux qui n'y ont pas accès de bénéficier du service que procure un contrat d'assurance. Donc on est sur 3 points communs qui sont la réponse à un besoin social, donc une lucrativité limitée, des innovations dans le modèle avec une place de l'homme toute particulière, et ces 3 éléments-là constituent le socle de ce que sera ou de ce qu'est pour nous une entreprise sociale. Alors l'entreprise sociale, on va s'intéresser de 3 façons. D'abord, on va mettre en évidence une double filiation. Ensuite, on regardera la dimension européenne. Et puis enfin, on regardera la dimension et une définition de type académique. Revenons à l'entrepreneuriat social, la filiation anglo-saxonne. On le disait tout à l'heure, le terme d'entrepreneuriat social a été inventé aux États-Unis, même si le terme entrepreneuriat, le mot entrepreneuriat est français. Le premier qui a eu l'idée de promouvoir et de développer l'entrepreneuriat social, c'est Bill Drayton. Il a créé Ashoka.
qui est une association qui aujourd'hui a un rayonnement mondial et dont l'objet est de détecter et d'aider les entrepreneurs sociaux qui décident de s'engager pour une innovation ou une amélioration sociale ou sociétale. L'approche anglo-saxonne va mettre l'accent plus particulièrement sur l'individu et sur donc celui qui va incarner le projet, qui va incarner l'innovation. En France, et c'est la deuxième filiation, et c'est peut-être pour ça qu'on parle d'entreprise, entrepreneur, en France, l'entrepreneuriat social va se développer d'abord dans le cadre de l'économie sociale. L'économie sociale, c'est un mouvement qui apparaît à la fin du 19e siècle pour répondre à des besoins non satisfaits, notamment par ce qu'on appelle le mainstream, c'est-à-dire le développement de l'époque qui a centré son approche sur l'industriel, sur la production. L'économie sociale va développer des modèles qui répondent aux besoins du consommateur. Car il est patent à ce moment-là qu'une approche par la production uniquement laisse toute une série de besoins non satisfaits, évidemment comme toujours auprès des populations les plus faibles et les plus vulnérables. C'est ce qui d'ailleurs amènera l'AVIS, l'Agence de valorisation des initiatives socio-économiques, qui est un outil créé par les pouvoirs publics français et la Caisse des dépôts, à proposer une définition de l'entrepreneuriat social fondée sur la vulnérabilité des populations visées et fondée également sur le secteur marchand. Dans le cadre de l'économie sociale, ce mouvement tourné vers le consommateur s'accompagne aussi d'un contexte d'émancipation. Le droit de grève, le droit d'association, le droit syndical, bref, cet ensemble de libertés collectives qui émergent accompagne le développement de l'économie sociale et va donc influencer les acteurs de l'économie sociale vers une approche beaucoup plus collective que celle que l'on peut retrouver aux États-Unis, d'où la création de sociétés de personnes, les associations, les mutuelles, les coopératives, dont la caractéristique par rapport au modèle juridique que l'on connaît, société anonyme, SARL, SAS, enfin tous les modèles que vous connaissez, la caractéristique est précisément de regrouper des personnes qui sont responsables en tant que telles de l'action et donc des conséquences de l'action qui est engagée. Ce mouvement de l'économie sociale va progressivement devenir solidaire car cette approche par la société de personnes, par la dimension collective, trouve une limite. Et c'est comme ça qu'une entreprise comme Jardin de Cocagne va pouvoir se développer, et c'est comme ça qu'une entreprise comme Tout Doux Bon, qui est une ESA, peut se prévaloir d'une dimension entreprise sociale ou économie sociale et solidaire. On voit bien cette notion d'entrepreneuriat social, on a dit qu'elle était floue, elle est émergente. On a un périmètre qui est en cours de définition. Si on revient à ce qu'on disait sur l'affiliation anglo-saxonne, chez les anglo-saxons, on a le social business, très popularisé par des initiatives comme celle de Mohamed Younous ou comme celle de Veolia ou de Danone ou d'Essilor, qui sont des grandes entreprises du secteur privé lucratif et qui donc cherchent par le biais du marché à répondre à des besoins que peuvent exprimer les populations les plus pauvres. L'idée du social business, c'est de dire on n'est pas là pour faire du profit, mais on ne fait pas de perte non plus. Et on cherche, dans le cadre d'une logique de marché et de concurrence classique, en modifiant les chaînes de valeur, à proposer des produits ou des services qui répondent aux besoins des plus pauvres. Il y a aussi les ONG, ou NGOs, si on prend le terme anglo-saxon, qui sont des initiatives privées, indépendantes, dont le financement est au départ essentiellement public et qui se constituent pour défendre une cause. L'enfance, le handicap, la lutte contre la famine. Ces organisations sont aujourd'hui confrontées à la baisse des financements publics et donc se mobilisent pour trouver des financements autres, notamment des financements émanant du privé. Exemple, Unicité tout à l'heure, 15% de son financement provient du secteur privé. Donc ce périmètre qui est en cours de définition, et puis une diversité d'approches, et c'est la raison pour laquelle je vous propose qu'on regarde maintenant la dimension européenne et l'approche que l'Union européenne ou les acteurs européens ont déterminée, et puis l'approche qu'une grande institution académique comme l'ESSEC a proposée.
Comme toute notion floue, comme tout concept mal défini, pour arriver à une définition, ceux qui y travaillent passent par ce qu'on appelle un faisceau de critères. Et vous avez là 8 critères qui recoupent d'une certaine façon les différents éléments et les différentes caractéristiques que j'ai pu présenter dans le cadre des quatre grands exemples qui nous sont apparus les plus significatifs de ce qu'était la réalité aujourd'hui de l'entrepreneuriat social, au moins en France, sinon en Europe. On voit qu'il y a une notion d'activité, on voit qu'il faut une autonomie d'un groupe, c'est-à-dire quelque chose qui est forcément privé. Il y a la notion de risque qui est inhérent à toute entreprise par opposition à une administration qui est là pour assurer une pérennité, donc qui ne prend pas de risque. On est dans des activités qui ont une dimension telle que des salariés sont absolument nécessaires. Ils sont nécessaires du fait de la quantité de travail, mais aussi du fait de la technicité du travail. On voit bien que quel que soit le besoin qui est ciblé, les réponses à apporter nécessitent une technicité, nécessitent des professionnels, que ce soit des professionnels sur le domaine ou des professionnels dans le management et la gestion, puisque la taille qui grandit impose des actions de management et crée des obligations en termes d'organisation. Bien sûr, l'entreprise sociale rend un service à la communauté. Alors, bien sûr, naturellement, il faudra définir ce qu'est la communauté. Mais vous voyez que la notion de communauté rappelle l'origine anglo-saxonne, parce que l'approche communautaire, c'est une approche anglo-saxonne. Groupe de citoyens autonomes, ça renvoie tout à l'heure au projet porté par un groupe. Notion de citoyen, engagement citoyen. Et puis, donc, point tout à fait essentiel, notamment dans l'économie sociale, un pouvoir de décision qui ne repose pas sur la détention du capital. Donc, les processus de prise de décision vont être déterminés sur la base d'autres critères que la détention du capital, ce qui induit le point suivant, c'est-à-dire la dynamique participative, et ce qui passe évidemment par une distribution raisonnable des bénéfices. Et on voit que la distribution raisonnable des bénéfices, c'est l'influence anglo-saxonne, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'en France, l'économie sociale reposait sur l'idée qu'on ne distribue pas les bénéfices. Une association, une coopérative, une mutuelle sont des sociétés caractérisées notamment par l'impartageabilité des réserves. En France, donc, et c'est cette approche que je vous présente maintenant, en France, le courant de l'économie sociale, très fort historiquement, et puis la nécessité de s'adapter aux réalités de la vie économique, à l'évolution de la société, ont conduit les différents acteurs à considérer qu'il était nécessaire de se réunir dans un mouvement qui permette de matérialiser clairement que l'économie sociale, l'entreprise sociale, n'est pas qu'une question de statut. Bien évidemment, le statut juridique, association, coopérative, mutuelle, joue un rôle très important, constitue une sorte de garantie, mais ça n'est pas une assurance tout risque. Jean-Marc Borrello, président du groupe SOS, résume cette réalité par deux formules. Un, le statut n'est pas vertu, et deux, il existe aussi des associations de malfaiteurs. Donc il y a derrière l'idée de l'entreprise sociale, et cela renvoie à ce qu'on disait sur Tout Doubon, une dimension approche, une dimension valeur personnelle de l'entrepreneur ou des équipes qui l'accompagnent, une dimension principe d'action, une dimension objectif que l'on poursuit. C'est la raison pour laquelle le MOVES, Mouvement des entrepreneurs sociaux, se définit comme un groupement d'entreprises sociales ou à finalité sociale ou sociétale ou environnementale et à lucrativité limitée. Ça, c'est la première définition. Et puis, d'autre part, l'idée que les processus de décision étant différents, eh bien, cette différence va passer par l'association des parties prenantes de l'entreprise à la gouvernance. Et les parties prenantes, elles sont internes ou externes. Et elles sont plus nombreuses lorsque l'on parle d'entreprise sociale, ce qu'on verra tout à l'heure quand on procédera à une comparaison rapide de ce qu'est une entreprise sociale par rapport à une entreprise classique, il faut entendre classique par secteur privé lucratif.
Les 6 critères de moyens qui ont été retenus par le MOVES, c'est d'abord une initiative privée, ensuite il faut produire un bien ou un service, il faut, troisième idée, rechercher l'implication de plusieurs parties prenantes dans le fonctionnement de l'entreprise. Les fonds propres existent, mais ils sont rémunérés de façon limitée. Début de la lucrativité limitée. Les excédents sont majoritairement réinvestis dans le projet. Et enfin, un point très important, notamment en termes de pratique, les salaires, l'écart de salaire est limité à 10. En d'autres termes, le salaire le plus élevé de l'entreprise ne peut pas être supérieur à 10 fois le salaire le moins élevé. La définition académique, qui est celle que nous avons retenue, nous à l'ESSEC, et qui donc repose sur l'idée que l'entreprise sociale est d'abord une initiative privée au service de l'intérêt collectif. C'est donc une initiative entrepreneuriale, ça veut dire qu'on a un risque, on peut réussir, mais on peut aussi rater. Une finalité sociale au sens sociétal ou environnemental qui est supérieure ou égale à la finalité économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise sociale va générer de l'argent, va gagner de l'argent. Mais cet argent qui est gagné et qui est nécessaire pour le démarrage, pour le développement, pour la pérennisation de l'entreprise, cet argent sera totalement réinvesti dans l'entreprise. C'est-à-dire que les revenus générés sont d'abord générés pour défendre la finalité sociale ou environnementale qui a été déterminée par le porteur du projet. Donc dans une entreprise sociale, la finalité économique n'est pas une fin en soi, mais un moyen au service de la finalité sociétale et environnementale. C'est ce qui caractérise et ce qui différencie une entreprise sociale d'une entreprise privée qui a une politique de responsabilité sociale de l'entreprise. Vous savez, ces entreprises dont on dit qu'elles sont citoyennes. Ces entreprises ont bien évidemment des actions qui sont au bénéfice de la collectivité, qui correspondent donc à un des critères que l'on a mis en évidence tout à l'heure, mais ces entreprises ont cette action une fois que l'actionnaire a été rémunéré, une fois que la finalité économique a été remplie, et si, j'allais dire, ils en ont le temps, l'envie et la possibilité. On voit donc que l'approche est radicalement différente. Dans une entreprise sociale, finalement, et le développement d'une entreprise sociale, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'on a d'un côté les pouvoirs publics qui ont en charge un certain nombre de grands enjeux sociétaux. On a de l'autre les entreprises privées qui vont chercher à satisfaire les besoins de la population. Et puis, en fait, on constate que ces pouvoirs publics, alors qu'ils soient européens, nationaux, locaux, régionaux, et ces entreprises, qu'elles soient internationales, grandes, petites, ne parviennent pas à répondre à tous les besoins. Eh bien, les entrepreneurs sociaux ont leur place là, en tant que réponse à des besoins que ni le marché, ni les pouvoirs publics ne peuvent satisfaire complètement ou entièrement. Donc les entrepreneurs sociaux vont être une force de réparation, on compense ce que le système a créé comme difficulté, mais aussi une force d'innovation. Et cette force d'innovation doit faire évoluer le système, on va dire bouger les lignes, de façon à ce que ce système soit le plus inclusif possible, le meilleur possible, et tout ceci dans une logique de développement durable, puisqu'on a vu que le développement durable constitue finalement un cadre assez favorable à cette prise en compte, au-delà de la finalité économique et financière, des problèmes sociétaux et des problèmes environnementaux. Une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses et on n'a rien dit, puisqu'on reste sur des grands éléments ou des grandes idées, peut-être un peu génériques, des choses qui, même si on a pris des exemples concrets, manquent de concret. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que les exemples que l'on a donnés ne peuvent pas résumer à eux seuls une réalité. Ils la caractérisent, ils l'illustrent, mais ils ne peuvent pas résumer à eux seuls la réalité. Donc pour mieux comprendre ce que c'est que l'entreprise sociale, je vous propose d'abord 2 schémas qui illustrent comment et quels mécanismes sont à l'œuvre dans la réutilisation des résultats générés. Dans une entreprise classique, on mobilise des capitaux, ressources financières, des ressources humaines, et on va fabriquer un produit ou un service que l'on va ensuite vendre et qui générera des résultats financiers. Ces résultats financiers vont servir d'une part à rémunérer l'actionnaire,
des propriétaires de son entreprise, on le rémunère, et d'autre part, à réinvestir pour être toujours meilleur, toujours performant. Il n'est un secret pour personne que les entreprises du secteur privé lucratif doivent développer des programmes de recherche et développement, doivent rémunérer leurs collaborateurs à la hauteur de leurs talents et de leurs compétences. Bref, que toute une partie des produits dégagés, des bénéfices dégagés, seront réinvestis dans l'entreprise. Dans une entreprise sociale, on a la même chose. On a un investissement. Alors, le capital, ce n'est pas au sens capital social, hein, c'est au sens moyen financier. On a des ressources humaines, des hommes et des femmes qui s'engagent, qui vont chercher à produire un service ou un produit qui constitue une innovation sociale. Une innovation sociale, on peut l'appréhender à différents échelons. Ça peut être l'échelon local. Il n'y a pas d'épicerie sociale à Cergy-Pontoise. Il n'y a pas d'établissement qui accueille des personnes autistes à Cergy-Pontoise. Ça peut être aussi à l'échelon national et ça peut être aussi à l'échelon global. Exemple, quand Mohamed Younous, puisque c'est un exemple emblématique qui parle à tout le monde, invente le microcrédit, la microfinance. On crée l'entreprise sociale. Et cette entreprise sociale va donc, bien sûr, dégager des résultats financiers, comme n'importe quelle entreprise, puisqu'une entreprise sociale, c'est une entreprise sociale, et elle a un impact social. Cette valeur sociale, c'est finalement le résultat et ce que l'entreprise a l'ambition de créer, finalement, ce à quoi elle s'engage. Les résultats financiers vont être en très grande majorité réinvestis dans l'entreprise sociale. La très grande majorité est à mettre en perspective avec la faible lucrativité que l'on évoquait tout à l'heure. Pour approfondir cette comparaison entre entreprise sociale et entreprise classique, je vous propose 3 grands chapitres. Le premier, c'est la mission d'une entreprise sociale. Le deuxième, c'est l'analyse d'opportunités propres à l'entreprise sociale. Et le troisième, c'est la complexité de la stratégie de l'entreprise sociale. Alors le premier, la mission. Quelques mots sur la mission, c'est donc ce à quoi s'engage l'entreprise. C'est ce qu'elle fera. Cette mission, elle s'inscrit nécessairement dans une vision. Et la vision, c'est donc, d'une certaine façon, l'idéal de société dans laquelle l'entrepreneur social aimerait vivre. Si on prend Jordan Cocagne, l'idéal de société, la vision de cette entreprise et la vision de la société qu'ont les porteurs de cette entreprise, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire que la société doit permettre à tous ceux qui veulent et peuvent travailler d'avoir un travail, doit permettre et doit reposer sur une exploitation raisonnée et maîtrisée des ressources naturelles afin de favoriser le développement d'une agriculture saine et biologique. Donc une vision de société idéale et ensuite la contribution, d'une certaine façon, que l'entrepreneur compte apporter à la réalisation de cet idéal. Dans une entreprise classique, la mission c'est assez simple, il faut maximiser le profit des actionnaires, ce sont les propriétaires, la feuille de route est simple. Pour une entreprise sociale, en fait, l'idée c'est de créer du changement social. Et c'est pourquoi on parle souvent d'innovation sociale. Il faut que les choses changent, soit en réparant, soit en innovant. L'objectif d'une entreprise privée, créer de la valeur économique. L'objectif d'une entreprise sociale, créer de la valeur économique et de la valeur sociale. La valeur sociale créée par unicité, c'est donc une plus grande responsabilité des jeunes, c'est une meilleure cohésion sociale, et on voit bien que ces 2 éléments que je mets en avant sont difficiles à évaluer, sont difficiles à mesurer. Quelle importance attachons-nous à une société dont la cohésion sociale est meilleure? Et là, on touche bien à la dimension politique, au bon sens du terme, c'est-à-dire l'organisation de la société, auquel les entrepreneurs sociaux souhaitent contribuer. Le critère de réussite pour une entreprise classique, c'est le profit dégagé. Pour une entreprise sociale, il convient d'abord d'assurer la viabilité économique, c'est le minimum, et d'autre part, de s'intéresser à l'utilité sociale. Il y a des méthodes pour mesurer l'utilité sociale. Nous travaillons par exemple sur un outil qui s'appelle le Social Return on Investment, SROI. Ce n'est pas l'objet de cette présentation aujourd'hui, mais cette mise au point d'outils est nécessaire puisque l'utilité sociale, encore une fois, on prenait l'exemple d'une société plus cohérente, est difficile à évaluer. Qu'est-ce que rapporte à la société le fait que la maman d'un enfant autiste puisse aller travailler parce qu'il est pris en charge dans un établissement? Difficile à dire, mais pourtant, c'est une réalité. Il y a un bénéfice.
Deuxième angle d'approche, deuxième angle d'analyse, l'opportunité de créer et de développer une entreprise sociale. Là, il y a les 4 piliers traditionnels d'une analyse d'opportunité, le marché, le positionnement, la démarche et les cibles. Sur le marché, une différence fondamentale. Un entrepreneur classique cherche à saisir une opportunité. Opportunité qui lui permettra de gagner de l'argent. Donc il va couvrir le besoin qu'il a identifié pour gagner de l'argent. Un entrepreneur social, lui, va identifier le besoin non couvert et va définir le moyen de couvrir ce besoin et ensuite trouver les moyens financiers pour y parvenir. Donc dans un cas, on est dans une logique de je saisis une opportunité, dans l'autre cas, on est dans une logique de je cherche à répondre à un besoin non satisfait. Le positionnement d'une entreprise privée est simple, c'est l'univers concurrentiel. Toute autre forme d'organisation de marché ayant montré leurs limites, la libre concurrence, le marché concurrentiel est aujourd'hui le cadre dans lequel les entreprises peuvent développer leur activité. Pour une entreprise sociale, il y a bien sûr cette dimension concurrentielle, on l'a vu, il y a aussi la nécessité de se demander quelles sont les complémentarités, quels sont les partenariats que l'on peut créer, puisque l'idée n'est pas de gagner plus d'argent. L'idée est de faire en sorte qu'un maximum de besoins non couverts soient couverts. Donc il est possible qu'un autre acteur du secteur soit mieux en capacité de couvrir le besoin qui doit être couvert que soi. Et dans une logique non concurrentielle, l'entrepreneur social va accepter de renoncer à éventuellement un gain supplémentaire parce qu'un autre acteur sera mieux placé que lui pour répondre aux besoins. On voit bien que ce sont des logiques complexes et que dans la réalité, cette articulation se fait finement et évidemment au cas par cas. Sur la démarche, on est finalement dans des choses relativement similaires. Sur les cibles, en revanche, dans l'entreprise privée, on a 2 cibles, le client et l'actionnaire. C'est assez binaire, c'est simple. Dans l'entreprise sociale, on a bien sûr un client lorsqu'on est sur le secteur marchand, mais on n'a pas d'actionnaire, on l'a dit, où on a des actionnaires qui ont décidé de jouer un rôle limité, c'est la lucrativité limitée. En revanche, on a toute une série de parties prenantes, toute une série de bénéficiaires directs ou indirects, dont le bénéfice doit être identifié, doit être analysé et contribue d'une certaine façon à créer cette valeur sociale que l'on évoquait tout à l'heure. Donc, Jardin de Cocagne, il a ses clients, il a les travailleurs d'insertion, il a les collectivités publiques qui versent tout ce qui est les allocations sociales, il a les producteurs agriculteurs, il a les associations de protection et de défense de la nature. Bref, un ensemble d'intervenants qui constituent ce qu'on appelle la société civile et qui subissent les effets positifs ou négatifs de l'activité de l'entreprise au sens large. Troisième angle d'analyse, la stratégie, dont on vous dit qu'elle est complexe. Et sur cette complexité, on va s'attacher à 2 éléments des 4 qui sont présentés. Non pas que la forme juridique et la gouvernance ne soient pas importantes, mais ces questions-là ont déjà été abordées dans les épisodes précédents. On va s'intéresser au mode de financement et on va s'intéresser aux ressources humaines. Alors les modes de financement, ils sont beaucoup plus divers. Et finalement, ce sont des modes de financement mixtes. Une des raisons pour lesquelles on peut affirmer que l'entreprise sociale est différente de l'entreprise, c'est justement du fait de ces modes de financement différenciés. Quand on arrive dans une école de business et qu'on dit à des professeurs de management et de gestion, ben on va s'intéresser à l'entrepreneuriat social, la réponse classique c'est de dire mais toutes les entreprises sont sociales. École de Chicago, 72, une entreprise crée de l'emploi. Quiconque crée de l'emploi est social. Et effectivement, on voit bien les ravages que peut faire le chômage. Et donc, créer un emploi est en soi déjà une action sociale. Sauf qu'une entreprise sociale veut aller au-delà, veut faire plus que créer des emplois, parce que la finalité est de créer l'emploi. Là où l'entreprise traditionnelle créera des emplois parce que ces emplois sont nécessaires pour maximiser son profit. Et donc, cette inversion de la logique joue un rôle fondamental et évidemment va entraîner une attitude différente des financeurs, lesquels financeurs vont se trouver également mis en difficulté ou déroutés par le statut juridique, parce qu'une association ne pouvant pas rémunérer l'actionnaire, celui qui finance met à disposition son argent pour
évidemment, sauf cas de philanthropie qu'on peut mettre à part, en retirer des bénéfices. Or, dans une association, nous avons dit que cette possibilité-là n'existait pas. Alors il y a le contrat de fonds associatif qui est un outil qui permet à un des associés d'apporter un certain nombre de fonds pour développer les fonds propres de l'association sur une période limitée, donc il y a une possibilité de reprise, sachant que les fonds associatifs ne peuvent jamais financer ni des dépenses d'exploitation, des dépenses courantes, ni reprendre des déficits antérieurs. Il y a, si on progresse d'un cran dans une logique et dans une démarche plus de générosité, le mécénat, le don individuel, le mécénat d'entreprise, la philanthropie sous toutes ses formes, c'est-à-dire le transfert d'un actif financier vers un projet entrepreneurial. Et l'exemple d'Unicité, dont on disait tout à l'heure qu'il est financé à hauteur de 15%, est un très bon exemple. Les ressources humaines. Dans une entreprise sociale, on a des salariés, on l'a dit, mais on a aussi des volontaires et des bénévoles. Ces volontaires et ces bénévoles sont motivés et émus par la même cause que les salariés. Avec un bémol, plus l'entreprise grandit, plus la cause sociale par rapport à la technicité du métier réalisé diminue. Donc plus une entreprise grandit et plus, si vous voulez, la technicité par rapport au métier réalisé prendra le pas sur l'engagement militant et la motivation par rapport à la cause défendue. Être directeur du service informatique à la Massif et directeur du service informatique chez AXA, c'est la même fonction. Il n'est pas certain que ce directeur, qui a besoin d'avoir des compétences et une technicité forte, ait pris en compte le caractère mutualiste de la Massif le jour où il décide de rentrer à la Massif. Néanmoins, dans une entreprise sociale et à la Massif, il y a la place des élus. Les élus sont bénévoles. Les représentants des sociétaires, le conseil d'administration qui décide est bénévole. Et puis dans une association plus petite, il y a des volontaires, donc des personnes qui, elles, n'ont pas de contrepartie financière à leur engagement et donc dont les attentes sont de nature, à certains égards, différentes de celles des salariés. Les défis de l'entrepreneur social, eh bien, il y a 3 enjeux. L'argent, assurer la pérennité économique de son entreprise, et puis qu'est-ce qu'on fait de cet argent qu'on a gagné ? Les hommes, d'abord les compétences, on l'a dit tout à l'heure, puis aussi cette idée que l'homme, l'individu, est au cœur du système et privilégié par rapport à des gains financiers, et puis donc l'efficacité, la mesure de l'impact social, qui sont les 3 grands champs d'investigation et de travail autour desquels les entrepreneurs sociaux et ceux qui travaillent sur cette question sont mobilisés. Puisqu'on disait qu'il y a des champs et des gens qui travaillent sur cette question, eh bien, passons à l'échelon macro. Quelques chiffres qui sont très significatifs, qui mettent en évidence quoi? Qui mettent en évidence d'abord le très grand dynamisme du secteur, qui est à la fois réjouissant, mais peut-être aussi un peu inquiétant. Réjouissant parce que les idées nouvelles se développent, l'activité se développe. Inquiétant parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de besoins non satisfaits qui émergent. On voit également un poids très significatif dans la richesse. Quand on commence à peser 10, 12%, 10% de la richesse, 12% des emplois, le secteur compte. C'est la raison pour laquelle il y a par exemple eu des listes de l'économie sociale aux dernières élections prud'homales. Et puis enfin, l'importance du travail bénévole. 935 000 équivalents temps plein, c'est-à-dire 935 000 fois un travailleur à temps plein pour 14 millions de bénévoles, 14 millions de personnes engagées au service de causes qu'ils ont choisies. Sur les grands enjeux de l'entrepreneuriat social, on a évoqué la difficulté de financement. La question de la diminution des financements publics n'est plus un secret pour personne, elle est générale. Malheureusement, cette diminution n'est pas compensée encore par une augmentation de l'investissement solidaire et une mobilisation des fonds privés parce que le secteur n'est pas assez connu, parce que le secteur n'est pas assez visible. La slide précédente a mis en évidence une crédibilité, le poids du secteur, une légitimité. Il y a beaucoup de besoins à satisfaire, une visibilité plus difficile à acquérir et qui explique, ce besoin de visibilité explique notamment la création de ce mouvement des entrepreneurs, de ces entrepreneurs sociaux. On constate que
les modèles financiers sont très complexes, beaucoup plus complexes. Ce qui est paradoxal dans l'entreprise sociale, c'est qu'elle va gagner moins d'argent finalement, ou elle ne place pas le profit comme son principal moteur, alors que finalement, on exige des managers de ces entreprises des qualités et des compétences plus importantes. Chacun sait que gagner de l'argent, c'est déjà difficile, et quand il faut gagner de l'argent, et en plus se préoccuper du sociétal, c'est compliqué. Et certains disent que dans une entreprise sociale, il faut quelqu'un qui est trilingue, quelqu'un qui connaisse le langage des administrations, des politiques, quelqu'un qui connaisse le langage de la société civile, des associations, et puis quelqu'un qui connaisse le langage du business, de l'économie. Or, ces trois logiques-là, si elles peuvent être convergentes, sont très souvent et trop naturellement en opposition les unes par rapport aux autres. D'où un enjeu essentiel pour les entreprises sociales que de concilier cette tension entre d'un côté l'impératif économique et de l'autre l'exigence et l'ambition sociale. Alors il y a deux pistes qui sont proposées. Le grand emprunt, 100 millions d'euros qui seront consacrés uniquement à l'entrepreneuriat social. Et puis ce projet d'impact investing qui est mené par le groupe SOS en partenariat avec l'ESSEC, qui est un projet de recherche aujourd'hui et dont l'objet est de construire une plateforme financière sur laquelle on pourra mettre en relation des entrepreneurs sociaux, et donc des porteurs de projets, avec des investisseurs, dont les objectifs seront financier bien sûr, parce qu'il faut renouveler la richesse, mais pas uniquement financier. C'est ce qu'on appelle l'impact investing, un investissement qui bien sûr est rémunéré, mais qui va produire de la valeur sociale. Unifier le secteur et le rendre visible, c'est une tâche immense. Le chantier du label pourra y contribuer, mais qui dit label dit cahier des charges, qui dit cahier des charges dit mise en œuvre de ce cahier des charges. Ensuite, il faut contrôler et un label doit être parfaitement transparent, il doit constituer une garantie, faute de quoi les investisseurs, les consommateurs se détourneront des entrepreneurs et l'opération sera contre-productive puisqu'il y aura peut-être un sentiment qu'il y a pu y avoir tentative de tromperie. C'est la raison pour laquelle on parle d'éviter les dérives, c'est la raison pour laquelle les entrepreneurs sociaux doivent encore développer leur crédibilité et d'autre part et enfin, les entrepreneurs sociaux doivent travailler auprès des pouvoirs publics. Parce que les politiques publiques conditionnent très fortement l'engagement des entrepreneurs sociaux, les modalités des entrepreneurs sociaux, puisqu'on a dit que ces entrepreneurs sociaux, justement, se trouvaient à l'interstice entre les politiques publiques et le marché. Il y a un enjeu de professionnalisation des pratiques et c'est la raison pour laquelle on a parlé de former la relève, et former la relève, non seulement la relève, mais aussi les acteurs du moment. Il y a une obligation légale. L'obligation légale, elle est double. D'abord, tous les directeurs d'entreprises sociales et médico-sociales devront bénéficier d'un diplôme de niveau 1, c'est-à-dire Bac+5 dès l'instant que leur entreprise fait plus de 50 personnes. C'est le décret du 20 février 2007. Puis d'autre part, il y a toutes les obligations en termes de fonctionnement des entreprises. La loi emblématique du secteur social et médico-social, c'est la loi 2002 qui impose toute une série de procédures, toute une série d'organisations, la mise en œuvre d'outils qui exigent un professionnalisme et qui exigent donc une organisation que l'on peut trouver dans des écoles de management ou dans des écoles de business. Former la relève, c'est aussi important puisque qui dit création de valeur sociale, qui dit également amélioration du système, dit de s'adresser à des jeunes. Car ce sont les jeunes qui demain seront responsables et ce sont eux qui, donc, ayant été sensibilisés dès leurs études à des réalités autres que les réalités financières, ceux-là pourront donc mieux prendre en compte, même dans une entreprise privée, les enjeux et les défis liés à la bonne évolution de la société, bonne entre guillemets bien sûr. Alors pour vous repérer dans ce secteur, quelques acteurs clés, il y a les grands de l'économie sociale qui sont très connus, la Massif, la Maïf, la Caisse d'épargne Île-de-France et toutes ces caisses régionales, le Crédit Coopératif, les acteurs institutionnels et puis des acteurs privés clés au rang desquels se trouvent ceux que nous avons cités précédemment, le groupe SOS, Ashoka, ESSEC, qui est aujourd'hui l'acteur de formation de référence, sachant que bien évidemment toutes les écoles de business, toutes les écoles de gestion seront amenées à un moment ou à un autre à s'engager dans des voies de formation des jeunes gens à ces réalités.